Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Insidious The Red Door. Alors Insidious, pour bien en parler, il va falloir se mettre un petit peu en condition. C'est pour ça que on va faire un petit truc avant de commencer la vidéo. Bon, ça va prendre que quelques secondes. Voilà, je pense que là on est en condition optimale pour parler de Insidious The Red Door. Donc Insidious The Red Door, 5e film de la saga, suite directe des deux premiers opus, le 3 qui est un préquel, le 4 que je n'ai pas, que j'ai trouvé nul à l'époque, c'est la suite du 4, et du coup le 3 et le 4 se passent avant le 1 et le 2, et le 4 fait le lien avec le 2, et le 4 fait le lien avec le 1, et le 5 est la suite directe du 2. Star Wars c'était compliqué pour vous, là c'est le bordel. Donc, fini James Wan, fini Lee Whannell qui a fait le 4, le 3, le 4 je sais même plus qui c'est qui l'avait fait. Là on se retrouve avec Patrick Wilson à la réalisation, c'est-à-dire l'acteur principal des deux premiers, et donc de celui-ci, qui reprend son rôle de Josh Lambert. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, il y a 2 ans j'ai fait une vidéo, le solo numéro 5 si je ne m'abuse, sur le premier épisode d'Insidious qui est là. Je vous invite à la regarder. Et du coup, comme je l'avais dit dans ma vidéo, le 1 et le 2 étant un diptyque, on a la suite, donc 9 ans après, dans ce 5e épisode. Alors, Patrick Wilson, du coup, parlons-en, toujours très bon dans son jeu d'acteur, mais du coup, là, c'est la réalisation qui va plus nous intéresser. Si vous avez vu ma vidéo sur les attentes 2023, j'avais du coup parlé du fait que, oui, les acteurs qui s'improvisent réalisateurs, c'est pas forcément ma tasse de thé, parce qu'en général, on ressent souvent les influences des réalisateurs avec lesquels ils ont beaucoup tourné. Patrick Wilson ayant énormément tourné avec James Wan dans les deux premiers Conjuring, dans les 2 premiers Insidious, et dans Aquaman, parce qu'il joue le méchant. C'est l'acteur fétiche de James Wan, donc forcément, voilà. Et ça manque pas. On retrouve un petit peu la patte de James Wan dans ce 5e opus d'Insidious. On retrouve toujours cette caméra flottante. On a toujours de légers mouvements de caméra, alors que 2 personnes parlent et qu'il se passe rien de spécial. On l'avait vu dans le premier Insidious, c'est fait pour donner cette impression que les personnages sont observés par une présence fantomatique. Donc en fait, on est à la place d'une présence flottante qui observe les 2 personnages qui parlent. Donc voilà, c'est fait pour inconsciemment instiller une petite menace, même dans une scène de tous les jours. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un plan fixe, on a ce plan qui bouge, comme un regard de quelqu'un, quoi. Et donc cette caméra flottante, ça fait un peu esprit, machin. Ça marche bien sur certaines scènes, faut l'avouer. Mais après, bon, c'est un code qui existe dans le cinéma d'horreur depuis un moment. Mais que James Wan aime particulièrement, et donc du coup forcément Patrick Wilson le réutilise évidemment. On va avoir toujours la couleur rouge pour signifier le danger, la couleur bleue pour signifier la mort. Ça manque pas, Josh est toujours habillé en bleu ou quasiment. Même Dalton, même si c'est moins présent pour lui, on le voit au début avec une serviette bleue autour des épaules, et il y a quand même pas mal de touches de bleu autour de lui. Là où j'ai moins aimé, c'est que je trouve que le monde des ténèbres est beaucoup trop éclairé. Il est beaucoup trop concret. C'est-à-dire que dans le premier, on avait vraiment du noir avec le personnage qui avait sa lampe, qui représente son étincelle de vie. Dans le monde des ténèbres, littéralement c'est noir. Il y a, vous voyez, comme on le voit là, il y avait un peu de fumée qu'on distinguait avec justement la lumière bleue. Et la lumière bleue, parlons-en. La lumière bleue, donc cette espèce de lanterne dont ils se servent, et là elle est blanche.
Donc du coup on a cette espèce d'ambiance bleue, et quand Dalton il met sa loupiote vers lui, il est éclairé en blanc. Et donc du coup on a ce blanc bleu qui va pas forcément bien ensemble, je trouve. Déjà visuellement c'est pas très joli, et en plus ça tranche complètement avec les codes couleurs des 2 premiers opus. Donc quand ils sont dans le royaume des morts, c'est bleu, bleu, bleu quoi. Donc ouais, ça déjà j'aime pas trop. Et oui, le monde des morts est trop éclairé. C'est-à-dire que quand ils passent dans le monde des morts, au lieu d'être dans des étendues de noir à l'infini, souvent il est dans des bâtiments, donc dans son école ou alors dans une maison. Et du coup, on a les lumières de secours, les exits, les lumières des couloirs, tout ça. Et dans le monde des morts, il y a des lumières, quoi. Donc non, c'est The Further, comme a dit Elise, c'est les ténèbres les plus totales, quoi. Il n'y a pas de lumière, normalement. Donc déjà, ça enlève le côté angoissant, parce qu'on a des sources de lumière un peu partout. Mal joué, Patrick, parce que là, du coup, t'as pas trop d'angoisse. Et surtout, c'est très 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 difficile de rentrer dans un film qui joue sur une ironie dramatique. Donc une ironie dramatique, c'est quand le spectateur sait quelque chose que le personnage ne sait pas, ou inversement. Mais là, pour le coup, c'est nous qui savons. Parce qu'on a vu les 2 premiers films. On sait que Josh et Dalton sont capables d'astro-projection. Et donc à la fin du 2, ils se font effacer leur mémoire pour ne plus revivre ces problèmes qui attirent les morts. Parce que, on le rappelle, une fois qu'ils sortent de leur corps et qu'ils traversent le monde des morts, les morts sentent qu'un corps vivant est vide. Et donc, ils veulent s'approprier le corps de Josh et Dalton. Ce qui arrive du coup à Josh dans le second opus. Et donc du coup, bizarrement, quand ils sortent de leur corps, ils ne sont pas envahis par les morts. C'est-à-dire que leur corps est vacant, il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Et les morts ne s'attaquent pas à eux. Il y a une scène à la fin où vite fait, il y a 2 morts qui essayent de choper Dalton. Mais bon, par rapport... Il y a Josh qui est littéralement sans âme pendant une demi-heure, et à la fin du 2 ou du premier, à la fin du premier, quand il a fait ça, en 5 minutes, il y avait les morts de tout le quartier qui venaient dans le salon et qui attaquaient, et là, walou quoi. Donc très étrange. Et du coup, oui, on sait qu'ils sont capables de faire ça. Donc quand les 2 personnages ne se souviennent de rien, et qui voient des trucs bizarres et qui disent « Oh mon Dieu, mais pourquoi, machin ?» Toi, t'es là, tu fais « Bah oui, parce que, vous avez déjà vécu ça il y a 10 ans. » Donc les personnages enquêtent, ils cherchent, ils essaient de comprendre. Mais toi, tu sais en tant que spectateur, tu sais ce qui se passe. Donc au bout d'un moment, t'es juste là de dire « Ouais, souvenez-vous, allez, c'est bon là, faites avancer le scénar. » Parce que oui, on sait plus, on se souvient pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Pendant 2 films, vous avez déjà vécu ces questions. Donc c'est compliqué de te dire, ils ont oublié, hop, on va refaire la même chose. Ouais, sauf que du coup, c'est bourré au chausse-pied, et que nous, on n'est pas investis parce qu'on sait déjà ce qui se passe, c'est pas un mystère pour nous. Donc les personnages sont là, oh mon Dieu, mais toi t'es là, tu fais, oui, c'est l'astro-projection, quoi. Et les morts et tout ça, quoi. Donc c'est vrai que le côté... un peu différent des premiers films, genre te dire c'est pas juste une maison hantée, c'est vraiment les morts qui veulent ton corps parce que littéralement ton âme quitte ton corps et eux ils veulent revenir à la vie. Qui faisait de ton corps inerte une cible, ça c'était super intéressant, alors que là on l'a plus. Là on l'a plus, et en plus on suit un mystère qui n'en est pas un. Donc très 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 compliqué de vraiment se mettre dans le film. Là où il y a un truc un peu plus sympa, et qui quand même, c'est une espèce de constante dans Insidious, c'est qu'en fait le scénario est assez travaillé. C'est pas juste du fantôme pour faire peur, il y a souvent quelque chose en plus. Donc dans les premiers films, là c'était ce côté au niveau de la projection astrale. Mais là, dans celui-là, il y a une reconnexion père-fils. Donc, il va y avoir toute une symbolique autour de, retisser les liens entre le père et le fils. Le père, pour pouvoir reconnecter avec son fils, va devoir reconnecter avec son père à lui. Donc voilà, il y a une espèce de filiation grand-père, père-fils qui marche plutôt bien.
Mais encore une fois, je trouve que ce qui arrive à Josh à la fin est trop vite expédié. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit ah ouais mais tu sais t'étais capable de faire ça. Ah bon? Et là il y a un cut et il est déjà en astroprojection. Alors que le fils il a passé tout le film à se dire attends ouais c'est vrai que peut-être que je suis capable et de retrouver le don quoi. Donc bon c'est un peu compliqué. Mais bon voilà, c'est ça plus le fait qu'on sait déjà ce qui se passe avant tout le monde, avant les personnages, qui est pas de répercussions au fait qui se projettent vu que les morts les attaquent pas. T'es là, tu fais ouais, tu t'inquiètes pas en fait. Ouais, t'attends juste que Dark Maul il arrive et puis au final, tu le vois 30 secondes à la fin et tu vois sa queue à un moment qui passe dans un coin d'écran quand Dalton rentre dans sa chambre et c'est tout quoi. Donc ils utilisent vachement l'imagerie du premier, c'est-à-dire que tu vois la main du démon, je sais plus comment il s'appelle. Mais je crois qu'il est toujours interprété par Joseph Bichara qui a fait la musique des 2 premiers. Du coup on voit son empreinte en sang sur le lit, comme à l'époque où il essayait de posséder Dalton pendant son coma. Mais ouais, c'est pas foufou. Au niveau des éclairages, c'est pas assez marqué je trouve. On a beaucoup de couleurs, même dans le monde des morts c'est bleu, vert, il y a du rouge, machin, alors que vraiment le monde des morts c'est bleu comme ça quoi. Il n'y a pas d'autres couleurs, il n'y a pas de lumière blanche, il n'y a pas de... Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une compo qui est bien en général. Il y a un moment, il y a un surcadrage avec deux portes de grillage qui est plutôt sympa quand ils arrivent en voiture sur le campus. Il y a une image qui n'est pas dans le trailer, je suis dégoûté parce qu'elle est super belle, c'est l'image du film je trouve. On voit Dalton face à sa fenêtre en silhouette, donc lui est tout en noir, l'image est entièrement bleue. Et il a sur son bureau une lampe qui éclaire en rouge, parce qu'il est dans le monde des morts et il y a du sang sur l'ampoule, donc ça fait une super lumière. Et ce plan, il est vraiment magnifique, je trouve. Niveau composition, il n'y a rien à acheter. Mais, du coup, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que ça va pas être très passionnant pour ceux qui ont vu les films à l'époque et qui les ont pas revus depuis et qui sont pas fans des films. Moi, c'est des films que j'aime beaucoup, les 2 premiers Insidious, donc je les ai vus et revus. Et j'aime bien les personnages. Donc en fait, déjà, rien que le fait de retrouver les mêmes acteurs, donc il y avait des gamins qui avaient 10 ans à l'époque, et maintenant de les voir à 20 ans, déjà tu reconnais leur bout, tu fais « Ah, c'est cool, ils ont repris le casting entier quoi, de la famille, donc déjà c'est cool. » Il y a des petits caméos de personnages qui étaient là dans le 2 et dans le premier, tu les revois, tu fais « Ah ouais, c'est cool, ils les ont remis quand même un petit peu. » Alors, ils ont rajouté une gamine à la famille, aucune utilité. Elle est là, fait « Ah, maman, voilà, c'est tout. Tu la reverras plus jamais. » Tu la vois sur 2 plans, Josh il dit « Ah, bye !» et c'est tout. Tu la reverras plus jamais, elle a aucun intérêt dans l'histoire. Pourquoi ils ont rajouté une fille, on sait pas. Voilà. Sinon, niveau réel, on a quand même Patrick Wilson qui se démerde bien pour certaines scènes de tension. Notamment la scène de l'IRM, je trouve qu'elle marche d'enfer. Déjà, il joue sur la claustrophobie, donc on a vraiment un plan de lui qui rentre dans l'IRM. On te prépare le truc, en plus on te dit on va te mettre des écouteurs, t'as le petit truc pour appuyer si jamais tu te sens mal. On a des plans à l'intérieur de l'IRM, lui qui rentre tout doucement, qui se retrouve vraiment en face cam, avec la tête comme ça, et la lumière se coupe, on a cet éclairage bleu, donc on se dit ah ça y est, il s'est évanoui, il est passé dans le monde des morts. Et on va avoir cette main qui va arriver près de lui, il lève sa tête tout doucement parce qu'il a peur. On entend les bruits, on entend la respiration, et quand il regarde comme ça, il n'y a rien. Et c'est quand il va se redresser qu'on va avoir un cut sur ses pieds, et avec une espèce de créature qui rampe vers lui à toute vitesse, et il se réveille, et en fait du coup il revient à lui. Et j'avoue ce plan de l'espèce de mort qui rampe comme ça dans l'IRM, ça marche bien. Il y a un truc qui se passe à ce moment-là, parce que... Alors si vous êtes un peu claustro comme moi, si vous aimez pas le contact, je pense que ce plan il va marcher. Parce que vraiment, moi j'ai déjà été dans un IRM, il n'y a pas de place, il n'y a pas beaucoup de place. Donc quand tu baisses ta tête et que tu vois qu'il y a un espèce de mec chelou qui ressemble à Gollum, qui est en train de vers toi dans l'IRM, ça marche pas mal.
Il y avait ce plan-là, et j'ai envie de dire, je crois que c'est le seul à peu près qui m'ait fait réagir un petit peu, parce que le reste du film ne fait pas spécialement peur. Même pas un peu d'angoisse. Malheureusement, ouais, ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment. On revisite les éléments du second film à un moment. Enfin, on revisite. On sait que dans le monde des morts, le temps n'existe pas. Tous les morts sont morts en même temps. Que tu sois mort en 1820 ou en 2034, t'es mort, t'es au même endroit. Donc, comme ils ont une connexion avec le monde réel, quand t'es dans le monde des morts, tu peux interagir avec le réel, mais n'importe quand. Donc, tu revois des éléments du premier film, du deuxième, comme tu revoyais des éléments du premier film dans le deuxième. Et ça, c'était vachement intelligent, et c'était super bien fait. Là, moins. Là, c'est un peu plus... Tu sens que dans le 2, on l'a fait, donc on va le faire dans le 5, pour pas dire 3. Mais... c'est un peu le syndrome... en fait, c'était un rêve. Un peu, quoi. Donc c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça, à part le côté gimmick de la saga. Et en parlant de gimmick, j'en ai attendu un pendant tout le film. Alors peut-être que je l'ai loupé, si c'est le cas, mea culpa. Mais j'ai attendu ce plan où on voit un personnage de dos qui marche dans un couloir pendant un travelling et une présence fantomatique sur un des côtés qu'on distingue à peine. Et c'est un gimmick qui va revenir également dans le 2. Je l'ai pas vu. Il me semble pas qu'il y ait ce plan-là dans le film. Il était dans les 2 premiers Insidious, on en a parlé dans la vidéo. Ça m'a manqué parce que pour moi, c'est un plan iconique des Insidious. Je me souviens pas s'il y en a dans le 3 et dans le 4, mais c'est un petit gimmick de James Wan. Et comme Patrick Wilson n'est pas James Wan, logique qu'il l'ait pas mis. Mais, comme il s'inspire vachement de James Wan quand même, il aurait pu faire un petit hommage en remettant ce plan-là. Encore une fois, ça se trouve, je l'ai complètement loupé parce que c'est des plans... dans les 2 premiers, c'est assez furtif. Tu le vois que si tu fais très attention. Mais bon, c'est un peu dommage. Je vous avoue que ça m'a manqué. On a évidemment le retour de la musique qui fait flipper là. Donc ça fait plaisir. Mais sinon... ouais, qu'est-ce que je pourrais dire ? Les acteurs s'en sortent très bien. Ty Simpkins, depuis tout petit, joue bien. Là, il joue super bien. Il y a un moment où il est un peu flippant, ça marche bien. Patrick Wilson, voilà. Comment elle s'appelle ? Rose Byrne, on la voit pas assez pour qu'elle existe dans le film. Elle est juste là pour faire comme d'hab. Rose Byrne dans Insidious, elle a jamais été très incroyable. Sinon, sa nouvelle copine, là, la petite Renoir, bon, au début elle me saoulait un peu, au final elle est un peu... Elle est sympa au final. mais, ce qu'on voit des apparitions, voilà, c'est pas foufou, quoi, c'est pas foufou. Dans Insidious, les 2 premiers, il y avait un côté... c'est le truc de James Wan, il aime bien ce côté poupée, porcelaine, donc il avait donné un côté vraiment poupée en taille réelle assez mort. Et là c'est des gens... Enfin, il y a un fantôme, c'est un mec avec de la crème sur le visage, quoi, donc qui vomit. Donc, ouais, j'ai pas trop compris ça. Le mec qui dégueule, là, ouais, c'est censé être le fantôme du mec qui est vivant. Mais s'il est vivant, pourquoi il y a son fantôme ? Non, c'est censé peut-être être le fantôme du mec qui est mort, de qui il parle au début. Genre, ouais, bon, on fait la fête, mais attention, calmement, parce qu'on veut pas un autre accident. Oui, ça doit être lui. Donc, bon, j'ai rien dit. Mais un mec qui dégueule avec du fond de teint blanc, voilà, c'est pas... On a même pas les jump cuts. Parce que là on a le fantôme contorsionniste.
Bah, on a le fantôme contorsionniste, comme dans tous les films d'horreur de post-Ju-On, enfin The Grudge. The Grudge, comment c'est en français, genre la meuf là, qui fait ça. Merde, The Grudge. Bon, je sais plus, merde, hein, voilà. Le film de con là, avec Sadako, je sais pas quoi, avec le petit chinois qui a un chat dans la gorge, littéralement. Donc oui, les fantômes contorsionnistes, ouais, bah voilà, on a ça à la fin, t'as une meuf qui est un peu machin, qui met son pied devant la tête, machin, pendant qu'elle rampe. Alors oui, c'est sympa si tu veux, mais on l'a déjà vu 15 000 fois. Les fantômes dans l'univers de Insidious, du moins dans les 2 premiers, c'est des fantômes, t'as l'impression que ce sont des poupées vivantes. Donc déjà, t'as un côté malaisant, parce que des poupées de porcelaine, déjà, c'est badant, mais là, c'est des vrais gens qui se comportent comme des poupées. Donc qui bougent pas, et ils font des trucs comme ça, et en fait, en jump cut, c'est-à-dire que ça fait ça, voilà, il y a pas de transition, le mouvement se fait direct. Appuyé par un petit ou un truc comme ça, voilà. Donc ça c'est pas cool. Et ça il l'a pas remis, Patrick Wilson. Il a pas remis ce truc-là. C'est que des fantômes qui bougent comme des gens en fait. Donc en fait ils bougent comme des gens. Donc tu te dis ce sont des gens. À partir du moment où tu donnes une démarche particulière à un fantôme, tu te dis pas c'est quelqu'un. Tu dis ah putain c'est chelou. Un truc bon, La Maison de l'horreur, c'est un vieux film tout pourri, mais les fantômes avaient une démarche. Je me souviens d'un plan des mecs qui sont en train de charcuter quelqu'un sur une table d'opération pendant qu'on les filme. La nana baisse son caméscope, il n'y a rien sur la table, et quand elle remet, tu vois les chirurgiens qui sont en train d'opérer, et ils se retournent comme ça, et sur une caméra de surveillance, tu les vois avancer, mais ils avancent bizarrement, tu vois, ils ont une démarche bizarre. Et ça, c'est glauque. Ça, tu l'as pas dans Insidious. En tout cas, dans celui-là, parce que dans les 2 premiers, tu l'avais. T'avais ce déplacement un peu bizarre qui fait un peu bader, quoi. Et là, tu l'as pas. Et c'est très très dommage. On va avoir le fameux plan de James Wan qui revient souvent dans ses films, le plan inversé. Par exemple, dans les Conjuring, quand Lauren elle sort de la cave pendant l'exorcisme, pardon, et tu la vois à l'envers, le plan se retourne. On en a parlé avec Mélo et Sophie, je vous invite à regarder la vidéo. Le plan se retourne pendant qu'elle sort de la maison, et quand elle rentre, le plan se réinverse. Parce que dans cette maison tout est chamboulé, parce que le mal y règne. On a ça au début du film, on a un plan sur une croix de cimetière qui est complètement à l'envers, et hop, ça revient à l'endroit pour te montrer l'enterrement de la grand-mère. Et on a un miroir à ce plan de la croix quand Dalton se fait posséder. On le retrouve par terre en croix, complètement à l'envers dans le plan, et c'est là qu'il se fait posséder. Donc voilà. Il y avait ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, là où il est assez intelligent quand même, Patrick Wilson, c'est qu'il va faire des plans longs. Et on n'est pas dans un film qui cut. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de plans longs, et on va avoir des plans qui insistent. C'est-à-dire qu'on va avoir un mec qui, par exemple, qui fait une action dans le champ, je sais pas, il fait sa vaisselle, machin, il sort du plan, et le plan reste comme ça, pendant 1 à 2 secondes, et même, j'ai envie de dire, il va y avoir un léger zoom sur un élément du décor pendant que la personne n'est plus dans le plan. Et toi, en tant que spectateur, tu fais « Attends, mais du coup, je suis censé voir quelque chose ?» Et du coup, tu te concentres sur le plan, tu dis « Attends, mais qu'est-ce que... » Et les 3 quarts du temps, ça sert à rien, et il y a un moment où il va se foutre un jumpscare. Et ça marche. Le jumpscare pour le jumpscare, j'aime pas ça, mais quand il est travaillé en amont, ça marche. Si c'est juste « Ah ouais, alors là, un pigeon !» c'est nul. Là, en te faisant porter ton attention sur un élément plusieurs fois dans le film, de longues secondes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la 4e il te met un truc, là c'est bien parce que ça prépare une ambiance, ça travaille une ambiance. Voilà. Ça c'est bien. Et donc ça il le fait 3-4 fois dans le film et ça marche d'enfer. On a après une petite symbolique que j'ai bien aimée aussi, c'est quand Josh se rend compte qu'il a un problème. Il va téléphoner à son fils pour dire bah écoute, je vais me faire aider, je vais aller voir un psy et en fait je vais essayer de trouver ce qui va pas en moi. Et bah tout ce dialogue il est filmé, on le voit de dos, il est dans sa voiture et en fait on va le voir lui dans le reflet de son rétroviseur. Et donc du coup bah en fait il y a un travail d'introspection parce que le miroir c'est vraiment le reflet de toi-même. Donc tu te regardes et tu t'analyses en gros quoi. Donc voilà, il y a un petit effort quand même, il a quelques idées quand même qui marchent bien des fois. C'est tout con, hein, mais ce passage dans le rétroviseur où on le voit lui,
Je me suis dit, il a quand même essayé de trouver des petits trucs sympas en termes de réal. Il a pas juste pompé James Wan, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je pourrais amener quand même d'un peu plus que juste filmer champ contre champ, machin. Il y a quelques plans comme ça qui marchent plutôt bien dans le film. Notamment un plan long où il est aussi dans sa bagnole, on le voit de face, on voit le pare-brise arrière en flou, parce que le pont est sur lui, et en fait il va parler, il va envoyer des textos, donc on va avoir le texte qui apparaît à l'écran, comme dans beaucoup de films maintenant, maintenant beaucoup de films le font, et en fait on va avoir une silhouette qui va se dessiner derrière la voiture, et en flou, derrière le pare-brise, et on va avoir cette silhouette qui va se rapprocher de plus en plus de la voiture, et au moment où elle va limite toucher la voiture, il va se baisser, cacher la silhouette avec sa tête, et quand il se redresse, elle est plus là. Et ça, c'est quasiment dès le début du film, et tu te dis, ah ouais, pour mettre une petite tension, ça marche plutôt bien. Voilà. Et encore une fois, le plan est long, il fait peut-être 1 minute, ça ne cut pas, et c'est un très léger zoom avant pendant 1 minute. Donc, histoire de dire, il y a une tension qui arrive, qu'est-ce que ça se passe, et au final, il n'y a rien, pour cette fois. Donc voilà, ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intelligent, et du coup, ça fonctionne quand même assez bien. Et le point final, enfin le point de conclusion, c'est qu'on peut dire que, comme beaucoup de suites qui sortent 10 ans après alors que personne les a demandées, c'est pas un reboot, c'est une véritable suite à l'épisode 2, et forcément au 1, ça prend en compte les 2 films, c'est la suite logique. Alors, bon, j'ai fait quelques compliments au film, mais en soi, j'ai pas vraiment aimé, j'ai pas détesté, mais j'ai pas vraiment aimé. Pour moi, c'est très très loin des 2 premiers films qui étaient vraiment très intéressants. Là, c'est sympatoche, mais pour un film d'horreur, ça fait pas peur. Donc, il y a un peu de tension, parce que Patrick, il se sort un peu les doigts de temps en temps, mais la fin arrive trop vite. C'est un peu long dans le développement parce que nous on sait déjà tout ce qui se passe et la fin du coup arrive trop vite. Il n'y a pas assez de tension dans le monde des morts et le monde des morts n'est pas assez effrayant. Donc voilà, il y a une relation père-fils qui est plutôt intéressante, surtout vers la fin. Je pense qu'ils auraient dû creuser un peu plus le côté mon père me fait flipper parce que effectivement, même si un esprit le possédait dans le 2, j'ai vu mon père essayer de me mettre des coups de marteau dans la tête quand j'avais 8 ans et défoncer les murs à coups d'extincteur pour me choper. C'est trop survolé, ils auraient dû axer justement je pense que plutôt que de faire que le gamin il se souvienne de ces trucs-là, parce que sa prof de dessin, c'est une espèce de psychologue aussi, qu'il doit aller chercher dans ses souvenirs lointains pour faire les meilleurs dessins du monde. Je pense que justement, une thérapie familiale aurait été plus sympa, quoi. Ça aurait été... déjà, une famille à problème américaine qui va en thérapie, déjà, ça aurait pu être plus sympa. Enfin, plus sympa, ça aurait pu être crédible, parce que moi, le coup de la prof de dessin, j'ai trouvé ça complètement con. Elle a juste à faire un compte à rebours, et l'autre, ça y est, il se souvient de tout, quoi, entre guillemets. Mais non, là, justement, il y aurait eu de l'hypnose, il y aurait eu de l'introspection, il y aurait eu du souvenir à refouler, tout ça. Ça aurait été plus sympa dans le contexte thérapie familiale, en fait. Ça aurait été plus justifié, en fait. Et du coup, on aurait pu partir sur la même base, les liens entre Dalton et Josh qui sont complètement rompus depuis des années, ne pas savoir pourquoi Dalton il ressent cette peur et cette haine envers son père, parce qu'on lui a effacé la mémoire, mais son père a essayé de le tuer quand même. Donc même s'il a effacé ses souvenirs, en fait, qu'il y a un truc inconsciemment qui reste, une peur qui reste. Et donc du coup, voilà, qu'ils exploitent ça, et qu'ils se disent au bout d'un moment, bon écoute, on va voir un psy tous les deux, on va essayer d'éclaircir ça, et que en fait, en voulant chercher le pourquoi du comment, ça réveille leur potentiel d'astro-voyage, quoi, de voyage astral, d'astro-voyage. Et là, du coup, les fantômes auraient pu revenir, machin truc. Et on aurait pu avoir un psy en plus, ça aurait pu être un rôle intéressant. Donc je trouve que c'est un truc, c'est un coche qui est un peu manqué.
C'est pas formidable, c'est pas détestable, ça fait pas peur, ça se suit. Surtout si vous avez, comme moi, un petit affect sur les personnages, bah ça fait toujours plaisir de les retrouver après 10 ans, surtout que les gamins ont grandi et tout, mais tu les reconnais, c'est les mêmes acteurs, donc ça c'est cool. Moi j'ai toujours un peu de mal quand il y a un changement de casting au début, j'ai du mal à m'y remettre, mais là comme c'est les mêmes, tu reconnais leur bouille, quoi, et donc c'est super cool. Même les rôles secondaires, même tertiaires, même le petit frère, c'est le même, tu vois. Et pourtant il a 2 répliques dans le film, mais il est là, c'est le même. Donc ouais, c'est plutôt cool. Voilà, donc Patrick Wilson, c'est honorable en tant que réalisation. Il tente des trucs perso, ça marche plutôt bien en soi. Il y a des moments de tension. Pardon, c'est pas moi, c'est un fantôme. Il y a des moments de tension qui marchent plutôt bien. Mais voilà. C'est pas fou, l'histoire est pas folle, et encore une fois, l'ironie dramatique, elle prend trop de place. Ça marche pas pendant 1h40, c'est pas possible. Tu peux pas passer 1h40 d'enquête alors que tu connais déjà le résultat depuis la 2e seconde du film. Ça marche pas, quoi. Donc il faut que tu sois... C'est pour ça le coup du psy, ça aurait pu être plus intéressant, je pense. Je pense que ça aurait pu être plus intéressant, on aurait pu faire des petites métaphores sur l'inconscient et tout, machin. Je pense que ça aurait pu être sympa. Et ça aurait pris moins de temps à développer, quoi. Et l'ironie dramatique, on aurait pu s'en débarrasser au bout d'une demi-heure de film. Voilà. Donc, voilà. Pas foufou. Pas à la hauteur des premiers. Dans la veine du 3 et du 4. Voilà. Donc, pas nécessaire à la saga. Pour moi, je reste sur les 2 premiers. Je pense pas que je le reverrai un jour parce que les 2 premiers se suffisent entièrement à eux-mêmes. Ils sont carrés, ils sont verrouillés. C'est du très très haut niveau. On n'y touche plus. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Regardez bien sous votre lit ce soir avant de vous coucher. Et à bientôt pour un nouveau solo. À bientôt. Solo.